Zep, le célèbre dessinateur suisse, le père de Titeuf, mais pas seulement, on va voir, est l'invité du Grand Angle. Bonjour Zep. Bonjour. Alors on peut dire que le dessin, la BD, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, puisque vous avez commencé à dessiner à 12 ans, je ne me trompe pas? Oh, même avant, j'ai commencé à publier des choses à 12 ans. D'accord. Ouais. Alors depuis 12 ans, combien d'albums? Vous avez une idée du chiffre? Je crois que on doit arriver autour du 50e. Mais entre les rééditions et tout, je n'arrive plus à avoir un décompte exact. Alors un mot quand même, avant toute chose, votre nom, Zep. Il y a beaucoup de gens qui savent d'où ça vient, mais d'où vient ce surnom, ce nom d'artiste? Alors c'était le nom d'un petit journal que je faisais quand j'étais au lycée et qu'on avait baptisé Zep parce qu'on était tous fans d'un groupe de rock qui s'appelle Led Zeppelin. Ouais. Voilà. Et j'ai gardé le nom du journal, c'est-à-dire que le journal circulait dans l'école et un jour tout a été saisi par le directeur qui m'a convoqué en disant « Alors c'est vous Zep ?» Ouais. Ils vous ont pas réclamé des droits d'auteur Non, pas à ce jour, pas encore, mais peut-être que maintenant que vous voulez pas passer leur photo, alors la musique, on peut dire que c'est une de vos passions, parce que je pense que vous êtes guitariste et que vous jouez pas mal, vous avez joué dans plusieurs groupes. Oui, je joue de la guitare et puis il y a beaucoup de... Enfin, dans mes bandes dessinées, il est aussi souvent question de musique. Ouais. C'est votre deuxième passion. C'est ma deuxième passion. Alors vous sortez l'actualité de Zep, c'est le tome 2 d'un album qui a cartonné, hein, c'est le mot l'an dernier, c'était Quel monde merveilleux, on va le dire en français puisqu'on est sur une chaîne francophone. Donc What a Wonderful World, voilà, j'y suis, c'était le tome 1 en 2015, tome 2 maintenant. C'est le monde dans lequel on vit, vu par Zep. Voilà, ouais, à la base c'était un blog qui est sur le site du journal Le Monde. Ouais. Et l'idée c'est de réagir à l'actualité, qu'elle soit la grande actualité ou l'actualité complètement, celle de mon atelier et de ma famille. Ouais. Alors dans l'actualité, il y a évidemment la question des migrants, des réfugiés. On va d'abord voir, je pense que c'est le dessin ou les dessins qui ouvrent l'album, Mi Petit Migrant. Vous avez dit quelque part que c'était probablement les dessins que vous préfériez dans ce nouvel album, dans ce tome 2. Enfin, oui, c'est une histoire c'est une histoire un peu particulière parce qu'elle a été faite au mois de septembre de l'année dernière, à un moment où l'actualité était complètement engorgée sur cette crise des migrants. Et on m'a demandé de participer à une journée spéciale thématique. Je ne savais pas trop quoi raconter qui n'avait pas déjà été raconté 20 fois sur le sujet. Et j'ai pensé que de montrer une situation de fuite, pourquoi ces gens fuient, au fond, on serait peut-être plus sensible à leur histoire si on la transposait à celle d'un personnage de bande dessinée qu'on connaît. Et comme mon personnage, c'est Titeuf, je racontais Titeuf qui part à l'école comme chaque matin, sauf que dès la deuxième case, son quotidien bascule dans une situation de guerre et il fuit. C'est vrai qu'on retrouve Titeuf dans ces planches-là. Ouais, c'est des pages assez dures parce que Titeuf, ses amis, il a plusieurs amis qui se font tuer, c'est vraiment c'est de la vraie guerre. Et je pense que c'est une bande dessinée où on ne s'attend pas à voir ça. Ouais. Du coup, elle a touché beaucoup de monde. C'est une page qui a été partagée, vue des millions de fois, partagée dans beaucoup de pays, traduite, et qui a été beaucoup utilisée pour raconter ce drame. Il y a une autre thématique dont on a beaucoup parlé en Suisse et aussi en France, c'est la question de la déchéance de nationalité. Alors là aussi, il y a des planches, des dessins que vous consacrez à cette question. Hein. On ne va pas les passer tous en revue, je sais pas, voilà, on va voir ces dessins-là sur la déchéance de nationalité. Là, en Suisse, il y a le petit drapeau suisse. Mais oui, c'était au moment où le débat faisait un peu l'actualité en France. Et je me posais la question, qu'est-ce qui me ferait perdre ma nationalité suisse? Donc oui, je réfléchis à toutes les manières de faire du terrorisme en Suisse. Et alors, c'est pacifique. En Suisse, il y a un grand joueur de tennis, c'est Roger Federer. Et même, vous utilisez en fait l'allégorie du tennis pour montrer en fait qu'on balade d'une certaine manière les réfugiés comme des balles de tennis, et c'est un des derniers, je crois. Oui, je me suis toujours posé la question pourquoi on était une nation qui était si forte en tennis. Et c'est vrai qu'on a une manière de renvoyer la balle particulièrement habile. Oui, et dans cette matière-là ça vient de notre culture. Ouais. Ouais. Comment vous travaillez en fait? Vous vous nourrissez de quoi? De la radio, d'Internet, de la télé? Ouais, je suis l'actu, mais sans être... Je ne suis pas un dessinateur de presse, c'est-à-dire que je ne cherche pas à réagir dans la minute à l'actualité, mais je laisse l'actualité me toucher ou pas. Parfois, je raconte l'histoire de mes enfants, des histoires de voyage, des histoires de dessinateurs. Et parfois, justement, c'est l'actu qui vient me toucher, comme cette déchéance de nationalité, mais qui va peut-être me toucher un jour, 2 jours, peut-être même une semaine après que les médias en font vraiment leur centre d'intérêt. Et
je fais de la bande dessinée, donc je raconte une histoire là autour. Ouais. Et parfois, c'est une histoire qui est un peu décalée. Et j'aime bien cette idée de prendre un pas de côté par rapport à l'actualité. Je trouve que la bande dessinée, elle permet de raconter une histoire, de rire des choses et parfois de les comprendre un peu différemment. Mais vous êtes curieux, j'imagine, de l'actualité. Vous êtes un passionné des infos. Vous regardez beaucoup la télévision ou... Je suis curieux de tout, en fait. Ouais. Je pense que ce qui fait que je suis dessinateur et que j'aime raconter des histoires, c'est parce que je suis curieux. Pas plus de l'actu que de la marche du monde ou de la reproduction des batraciens. Tout m'intéresse a priori et tout peut faire office d'une bonne histoire. Alors vous avez un blog aussi, je crois, où on peut retrouver vos dessins au fil des semaines. Oui, tout à fait. Ces dessins passent sur le blog, sur lemonde.fr. D'accord. Alors Zeb, évidemment, pour la plupart d'entre nous, je pense que c'est d'abord et avant tout le célèbre Titeuf. Alors là, il y a 14 albums déjà de Titeuf. Et vous m'avez dit que vous prépariez le 15e. Je ne sais pas si on peut en parler. Le 15e est commencé, juste commencé. D'accord. Il sortira l'année prochaine. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Titeuf, c'est, je dirais, l'univers de l'enfance vu à travers les yeux de ce petit garçon. En fait, qui était en fait vous, peut-être à c'est l'univers de l'enfance. Oui, Titeuf est plus déluré que moi. Moi, j'étais beaucoup plus timide que lui, mais j'aurais bien aimé poser beaucoup de questions que lui pose. Je pense que c'est aussi une manière de prolonger l'enfance pour moi, ou de la retrouver. C'est le copain qu'on aimerait avoir aussi. Pas toujours, parce qu'il peut être un peu lourd parfois, je pense. Mais il pose un regard d'enfant sur notre monde d'adulte aussi. Et ça permet de poser pas mal de questions, de mettre le doigt sur justement des curiosités de notre manière de fonctionner. Donc il va commenter autant l'école que la rue, ce qui va autour de lui, les gens dans la rue, la campagne électorale, enfin voilà, tout ce qui fait le quotidien aussi des enfants. Vous avez passé combien d'années avec Titeuf? Je crois que c'est près de 20 ans, non? 25 ans bientôt. 25 ans. Ouais, ça fera 25 ans l'année prochaine. Et là, vous n'avez pas marre, donc vous allez refaire un 15e album alors? En fait, il me manque assez vite. Il y a un moment où j'en ai marre parce qu'il y a des choses très répétitives dans la bande dessinée. Par exemple, à la fin d'un album, j'en ai marre de dessiner la salle de classe, j'en ai marre de dessiner des pupitres et des choses comme ça. Mais le personnage, ce qui fait le caractère, la personnalité de ce petit bonhomme, me manque assez vite. Donc j'ai besoin de le retrouver. Alors après l'enfance, il y a l'âge adulte et vous êtes aussi, pour ceux qui ne sauraient pas, un dessinateur pour adultes. Alors pour adultes, vous avez écrit, je crois, dessiné en 2001 le guide du zizi sexuel. Ouais. Alors ça a cartonné. Alors ça, c'était pas pour adultes. Non, justement, c'est pour ça que j'ai dit pour adultes encore que. C'était plutôt la sexualité expliquée aux enfants en fait, et aux ados. Tout à fait. Ça a très bien marché. La sexualité, la puberté, ça a très bien marché. Il y a eu une exposition à la Cité des Sciences qui a tourné pendant près de 10 ans. Et là, tout est dit là où... je pense, ça reste un livre de référence. Beaucoup d'enfants le réclament encore aujourd'hui. Donc je me dis que c'est un livre qui a accompli sa mission. Peut-être que, j'ose espérer qu'il va devenir obsolète à un moment et que certaines choses seront acquises et qu'il y aura d'autres choses à dire. Mais on voit aussi que notre société fonctionne avec des avancées et des reculs. Donc, je suis sûr qu'on l'utilise dans certaines écoles. Ça doit servir peut-être de manuel d'éducation sexuelle. Oui, sans doute. Mais c'est souvent un manuel que les enfants gardent dans leur chambre. C'est un rapport privé parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de parler de la sexualité, de la puberté, de ces questions, même des questions autour de l'amour. C'est pas très facile d'en parler à ses parents. C'est pas toujours facile d'en parler avec les adultes qui prennent souvent ça comme une espèce de poésie, de quelque chose de mignon, alors que quand on est amoureux à 10 ans et qu'on a un chagrin d'amour, c'est pas mignon. C'est vraiment, ça peut être un vrai drame. On parle aussi avec pudeur, c'est quelque chose. Tout à fait, Donc il y a quelque chose de privé et beaucoup de parents me disent c'est marrant parce que on suit où est le marque-page dans le livre, dans la chambre de notre fils pendant qu'il est à l'école ou de notre fille, et on voit un peu quelles sont les questions qu'il taraude en ce moment. Ça peut peut-être aussi aider certains parents à en parler avec leurs enfants. Alors il y a aussi, évidemment, on parlait de BD pour adultes, là il y a Episex, ça c'est 2009. Alors là c'est le sexe, tu veux dire épanoui. Ça c'était pour les adultes, c'est un album de gags autour du sexe et de la sexualité, mais pour les grands. C'est une espèce de Titeuf pour adultes. Un Titeuf sans tabou. Et puis alors vous êtes aussi scénariste. Vous avez aussi cette corde à votre arc. Alors j'ai vu que vous aviez écrit des scénarios pour Captain Biceps, pour Chrono Kids. Chrono Kids, Et alors une BD vraiment pour adultes qui est Esmera. Esmera, c'était l'année dernière, qui est une bande dessinée érotique. J'ai écrit pour Vince. Par Vince, qui a fait le dessin et vous avez fait le dessinateur. Et lui a raconté cette histoire d'une femme qui a cette faculté un peu fantastique de changer de sexe à chaque orgasme, et donc elle va visiter à la fois la sexualité des hommes et celle des femmes. D'accord. Et il n'y a pas Zeb qui est dans l'armoire Je m'amuse bien à regarder. D'accord.
Alors vous avez créé aussi un magazine, parce que vous êtes vraiment multitâche, si j'ose dire. Vous avez multi-talent. Vous avez créé un magazine qui s'appelle Cho. Et qui est sorti en fait pendant une quinzaine d'années. Ouais. L'idée, c'était d'avoir une espèce de laboratoire, comme était la vocation des magazines de bande dessinée dans les années jusqu'aux années 80-90. Et c'est un magazine qui a permis à beaucoup d'auteurs de se révéler, des gens comme Julien Nil qui a fait Lou, Thébault, TM, enfin beaucoup d'auteurs sont passés par Cho. Alors comme il nous reste peu de temps, je voudrais quand même signaler un très bel album, Un bruit étrange et beau. Donc vraiment vous êtes très éclectique. Là c'est l'histoire, en un mot, c'est l'histoire d'un moine qui va quitter son monastère. C'est un moine chartreux qui a été pendant 25 ans dans le silence et qui est obligé pour une raison d'héritage de quitter son monastère et de revenir à Paris et de retrouver tout ce qu'il a laissé 25 ans avant. Et on va comprendre un peu pourquoi il est parti, pourquoi il a fui aussi une partie de sa vie et qu'il s'est mis sous une espèce de protection divine parce qu'il n'arrivait pas à faire face à l'agression du monde et particulièrement de sa famille. Et il va rencontrer une femme et c'est l'histoire de cette rencontre en cette femme et cet homme. Peut-être 2 images pour terminer. Celle de Gottlieb, qui est le dessinateur auquel vous dédicacez votre livre. Oui. C'est vraiment un des hommes qui vous a inspiré. C'est à la fois mon idole et une sorte de papa spirituel. C'est quelqu'un à qui on doit énormément pour tous les auteurs de bande dessinée et qui a changé un peu la manière de faire de l'humour ici. Et puis une dernière photo, c'est celle de Bob Dylan, puisque vous êtes un fan de Bob Dylan, qui n'ira pas chercher son prix Nobel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que moi, ça m'amuse parce que ce bonhomme, imaginez qu'il a 75 ans et qu'il continue à diviser l'opinion en faisant des scandales aujourd'hui. Mais c'est assez beau de se dire qu'il touche le prix Nobel de littérature aujourd'hui. D'ailleurs, quand il l'a touché, un des premiers commentaires que j'ai vus sur Internet, c'était quelqu'un qui s'indignait en disant « Et pourquoi pas bientôt un auteur de bande dessinée ?» Donc vous voyez, la profession a encore de l'avenir. Qui sait, vous avez même pas encore 50 ans, donc qui sait. En tout cas, merci Zep d'être venu nous en parler. Donc What a Wonderful World, tome 2, aux éditions Delcourt. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on va continuer avec la page culture de Jean-Baptiste Urbain. On va partir à Broadway aujourd'hui, mais Broadway à Paris, juste au bord de la Seine. Regardez.